Alors Alors patron, Par WeShape Lab, l'empowerment des salariés en podcast, tous les lundis à 6h. votre rendez-vous. Bienvenue sur le deuxième podcast de WeShape Lab. WeShape Lab, c'est le premier open lab dédié à l'empowerment des salariés. On vous éclaire sur 3 thématiques, le développement professionnel, l'intrapreneuriat et le corporate hacking. Pour ce deuxième podcast, nous avons décidé d'interviewer Morgane Pouquet. L'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir un des moyens pour accéder à l'intrapreneuriat, ou faire du corporate hacking, ou trouver sa place en entreprise. Et aujourd'hui, on accueille Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Adam, Comment vas-tu ? ça va super et toi ? Super, merci. Pour débuter ce podcast, on a quelques questions pour toi. Avec plaisir. Quel âge as-tu ? J'ai 29 ans. Quelle est ta profession ? Je suis chef de projet chez Fortuneo, la banque en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors j'ai une formation en communication et ensuite en sociologie des organisations pour faire de l'accompagnement du changement à Dauphine. Et grosso modo, j'ai 8 ans d'expérience en communication, en accompagnement du changement, en gestion de projet SI et digital. Est-ce que tu peux nous donner tes passions à toi ? Alors je suis très gourmande. Oui. C'est un peu ma vie en fait, manger, mais les bons trucs. Ma mère a écrit des livres de cuisine où j'ai été cobaye, c'était assez cool. Et voilà, et sinon j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, et j'aime bien créer du lien. Et en fait, pour moi, les moments où on mange, c'est des moments de partage où on peut rencontrer des gens et aussi créer du lien, quoi. Morgane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a voulu t'interviewer aujourd'hui ? Parce que je suis intrapreneur et que tout ça m'a permis une évolution professionnelle et aussi un épanouissement personnel. L'intrapreneuriat pour toi, c'est quoi ? Alors avant tout, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est l'envie de partager, d'avancer et de faire avancer les choses, mais de manière saine. Par étapes, comment tu as fait pour en arriver là ? Donc j'ai intégré Fortuneo en septembre 2015 à Brest. Donc j'ai passé 2 ans sur les applications natives. Et en janvier 2017, j'ai intégré une communauté en interne côté groupe qui s'appelle le Square. Et j'ai déménagé ensuite à Paris avec Fortuneo. Et depuis donc l'été 2017, je travaille sur des thématiques d'organisation et de transformation pour Fortuneo. Et je fais le lien entre le Square et Fortuneo. Alors, si on parle un peu du Square, tu m'as dit en off que tu attendais vraiment l'intranet, tu actualisais la page pour vraiment avoir cette information. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, en fait, il y a 1 an et demi, le directeur général du groupe Arkea nous avait averti de ce projet de communauté d'entrepreneurs qui allait être lancé pour décliner et déployer le plan stratégique d'Arkea. Et du coup, il nous avait prévenu, il nous avait annoncé ça lors d'un événement, et il nous a dit ça arrivera en janvier, vous pourrez vous inscrire en janvier 2017. Du coup, tous les jours, tu étais là. Tous les jours, j'étais en train de rafraîchir l'intranet en interne pour savoir quand est-ce que le truc était ouvert, sauf que ça n'a pas été ouvert tout de suite, du coup je suis passée dans les bureaux pour voir quand est-ce que ça allait être ouvert. Enfin bon, super initiative qui m'a permis de m'ouvrir l'esprit et d'avancer. Et en quoi c'était autant important pour toi là ? Parce que je sentais la réelle volonté du groupe de profiter de toute l'énergie, les idées, les compétences, les talents en fait de leurs 9000 collaborateurs. Du coup, depuis, tu es membre, c'est ça, du Square ? Voilà, je suis membre de cette communauté, donc aujourd'hui nous sommes à peu près 140, donc ce sont on est 9000 dans le groupe, il y a eu un appel à candidature, donc tous les volontaires ont été pris et contribuent à déployer le plan stratégique d'Arkea. Concrètement, ton activité, ça se matérialise par quoi ? Au Square, mon activité, en fait, au début, l'idée c'était d'apprendre à tous se connaître. Donc, on a mis en place un espèce de questionnaire pour que, entre les membres, on sache se connaître, qui on est, où on habite, parce qu'on est tous répartis dans des endroits différents, quelles sont les compétences de chacun, etc. J'ai bossé sur différents sujets, j'ai mis en place des espaces de travail partagés. Et là, récemment, en fait, la core team du Square m'a demandé de travailler sur l'animation de la communauté. Qu'est-ce qui fait que on peut être une communauté. Et là, j'avais carte blanche et je me suis éclatée. Pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire, core team, ça veut dire quoi ? La core team, c'est en fait l'équipe cœur. C'est un autre mot pour dire l'équipe directrice, quoi, mais c'est l'équipe qui s'occupe à plein temps de gérer, d'animer cette communauté. Du coup, pour toi, la communauté, c'est quoi là, dans ce cas-là ? En fait, on m'a dit comment on fait pour animer la communauté. Et du coup, j'ai essayé de prendre un peu de recul et de comprendre ce qui fait réellement une communauté. Et donc j'ai essayé de regarder un peu dans des travaux qu'avaient pu faire des chercheurs, des sociologues, et au final j'en ai tiré 4 grands mécanismes sociologiques: le don contre don, la coopération,
la motivation et l'innovation. Je vais encore faire un parallèle avec Startup Weekend, Oui. mais du coup, on était tous les deux au Startup Weekend de Brest. Ouais. Tu m'as dit que sur une de mes slides, il y avait quelque chose qui t'avait Ouais. marqué. Il y avait une slide avec écrit #GiveFirst. Et en fait, ça veut dire donner en premier. Et ce qui est important, en fait, le don contre don, c'est 3 actions qui sont indissociables. C'est donner, recevoir et rendre. Et en fait, donner, c'est prendre l'initiative dans l'échange. Recevoir, ça veut dire qu'on manifeste explicitement de la reconnaissance sur ce qu'on a eu de la part du donateur. Et rendre, c'est donner à son tour. Et en fait, ces dons, on n'arrive jamais à les équilibrer. Et c'est ça qui crée en fait une dynamique et un processus de collaboration qu'il faut impulser et nourrir. Si tu as un exemple concret à nous donner sur le dos contre don, ça serait quoi? Le métro. Oui. On adore prendre le métro, n'est-ce pas? Et en fait, vous pourrez essayer quelque chose assez concret. Vous essaierez de tenir la porte de la personne qui vous suit dans le métro. Vous lui tenez la porte en la regardant dans les yeux. Celle-ci va sentir que vous lui avez donné quelque chose. Et pour vous manifester le fait qu'elle l'a reçu, généralement, elle va sourire, acquiescer de la tête, enfin, vous le rendre. Et comme elle va pas pouvoir vous le rendre vraiment à vous, en fait, elle va le donner à la personne qui suit derrière. Donc en fait, la première personne a initié le don, Give First, Ouais. et derrière, on a lancé la mécanique. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi qu'est-ce qui fait une communauté réellement? Qu'est-ce qui fait une communauté? C'est arriver donc, à lancer ce mécanisme de don, le fait que les gens s'investissent. Il y a aussi toute la dimension, ce que je vous disais, de coopération. La coopération, c'est en fait la collaboration avec un supplément d'âme, avec l'affect qu'on a derrière. Et forcément, c'est toujours plus sympa de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, on est beaucoup plus performant et efficace. Et il y a également la notion de motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment motivé? Et en fait, il y a un chercheur, un journaliste qui s'appelle Daniel Pink, qui a écrit un bouquin que je vous recommande, La vérité sur ce qui nous motive, et qui nous explique que la motivation, elle a 3 composantes véritables: l'autonomie, la maîtrise et la finalité. Ce qui est bien, c'est que tu as répondu à une question que je voulais. Quel livre tu peux conseiller à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y en a un. Est-ce que tu as une autre idée de livre? C'est plus des choses qui permettent de prendre de la hauteur. C'est pas concrètement sur l'entrepreneuriat, mais il y a un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Norbert Alter, qui a écrit un bouquin sur justement la coopération en entreprise, qui s'appelle Donner et prendre, la coopération en entreprise. Si je reviens à nos moutons, Mhm. on est en train de parler de la communauté, et cette communauté, toi, tu l'animes. On est d'accord? Non, je l'anime pas. Il y a une équipe dédiée, en fait, de Oui. gens qui travaillent à 100% du temps pour le Square. Moi, je suis un membre volontaire, donc je fais ça sur mon temps de travail ou parfois mon temps perso aussi. Et en fait, j'ai essayé d'aider les gens de la core team à prendre de la hauteur pour leur donner des mécanismes sur comment animer leur communauté. Du coup, concrètement, dans la procédure, ça se passe comment? Bah après, si on veut décliner un peu là, tous les trucs un peu théoriques que je vous ai racontés, on peut imaginer pas mal de choses, et notamment définir des rituels. Parce qu'en fait, quand on regarde des communautés, qu'elles soient religieuses, politiques ou thématiques, les communautés qui marchent, c'est quand il y a des rituels, même dans les grandes écoles par exemple. Et en gros, l'idée, c'est là, dans le cadre de notre communauté du Square, c'est de repartir par exemple du cycle de vie d'un membre. Donc le membre, il y a une partie, il est recruté, donc comment il est recruté, comment ça se passe. Ensuite, il y a toute la phase d'onboarding. Donc, par exemple, avec un parrain marraine, ça permet aussi d'impliquer quelqu'un d'autre qui a, lui, toute une liste de rôles, de tâches à faire. Ensuite, il y a l'initiation. L'initiation, c'est un moment fort, par exemple comme un baptême ou l'intronisation de quelqu'un. Et donc, c'est organiser un moment avec les gens de la core team, la direction, pour qu'ils sentent qu'il est important, que l'effort qu'il a eu de candidater, en fait, il est bien reçu, on lui rend don contre don, et c'est faire des photos de groupe où on fait tous par exemple un S comme Square avec nos mains pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Quand il y a des réunions ensuite qui sont organisées, c'est avoir une espèce de trame, de méthodo, d'où on part, où est-ce qu'on va, quels sont les risques, quelle est la finalité en fait de ce qu'on fait, faire un tour de table des bonnes nouvelles. Et tout ça en fait ça permet de développer des sentiments de coopération, de maîtrise, de finalité, etc. Voilà. Et après on a aussi tout ce qui est autonomie. Parce qu'on a beau dire aux gens, ok vas-y, tu passes de la pyramide que tu connais tous les jours, qui est très hiérarchique, au Square, donc, qui est sur un format carré on va dire. Et quand on dit aux gens, tu viens bosser dans le Square et t'es autonome, en fait les gens ils sont perdus. Parce que du fait de leur culture professionnelle, souvent ils n'ont pas l'habitude d'être autonomes. Et en fait l'autonomie c'est quelque chose qui est inné. C'est-à-dire que quand on est enfant, vous regarderez tous les enfants, ils veulent manger tout seuls.
En fait, on nous a déshabitués à être autonomes. Et là, du coup, c'est dire, ok, comment on fait pour réapprendre aux gens à être autonomes? Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 4 niveaux dans l'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Avec qui? Et en gros, l'idée, c'est de dire, ok, sur ces 4 niveaux, moi, j'en cadre 2, j'en impose 2, entre guillemets, et le volontaire de la communauté, il en décide 2 tout seul. Et après, il en décidera 3 tout seul, et moi qu'un. Et ensuite, il en décidera 4 tout seul, et moi 0. Et ça, du coup, ça t'a permis d'avoir un parcours intrapreneurial? Oui, d'une certaine manière, parce que en fait, j'essaye d'aider à prendre de la hauteur pour comprendre comment inciter les salariés du groupe à bosser sur leur temps de travail, sur des projets en plus. Si quelqu'un a une idée, je sais pas moi, lancer un chatbot, un nouveau produit bancaire, des choses comme ça, arriver à donner les clés à la core team du Square pour encourager ces forces vives à se lancer. Du coup, dans ton parcours intrapreneurial, comment ça a été accueilli par tes proches, par exemple? Déjà, au niveau pro, c'est vrai qu'au début, j'en parlais pas forcément, parce que j'avais envie de bosser dessus quand même. Donc je passais surtout du temps sur mon temps plutôt personnel. Et une fois que j'ai commencé à récolter les premiers fruits, j'ai commencé à en parler. En fait, une fois que j'avais des choses concrètes à montrer. Et ce qui est assez sympa, c'est que au début, j'ai bossé pour moi, pour essayer d'apprendre des choses. Ensuite, j'ai vu que ça pouvait être utile au Square. Et finalement, tout le travail que j'ai fait pour le Square, de qu'est-ce qui fait une communauté, c'est aussi utile pour Fortunéo aujourd'hui, qui se pose ces questions, qui veut développer le sentiment d'appartenance des salariés en interne. Et du coup, ce travail que j'ai fait pour le Square intéresse Fortunéo. Et ce qui est chouette, c'est que maintenant, il y a aussi des choses que j'ai fait déjà pour Fortunéo qui vont pouvoir être aussi utiles pour le Square. Donc en fait, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place entre les deux. Si je suis du coup la trame logique de tout ça, tu me parles de culture en fait, d'entreprise. C'est ça. La culture d'entreprise, pour moi, c'est l'étape numéro 1 pour pouvoir développer l'entrepreneuriat. On a beau avoir le budget, la méthodo, s'il n'y a pas la culture, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a une question que tout le monde se pose. Du coup, on va passer à la petite question thématique. Qu'est-ce qui te pousse à travailler à l'extérieur de tes heures de boulot? En fait, c'est la motivation. C'est de me sentir utile. En fait, c'est la finalité. C'est donner du sens à ce que je fais. Tout à l'heure, je vous parlais de la motivation. Il y a des 3 composantes véritables. L'autonomie, la maîtrise et la finalité. C'est ça qui me donne de la réelle motivation. La finalité, il y a du sens dans ce que je fais. Je me lève le matin, je sais pourquoi. La maîtrise, parce que il y a des choses que je peux apporter, des compétences que j'ai, mais il y a aussi des nouvelles compétences qui sont challengeantes, mais qui sont atteignables. Et après, il y a l'autonomie. Et l'autonomie, c'est qu'est-ce que je fais, à quel moment je le fais, avec qui et comment je le fais. Donc dans une communauté, si tu trouves la motivation, ça permet de faire réussir l'entrepreneuriat? Ouais, clairement, ouais. En fait, pour moi, ce qui permet de faire réussir l'entrepreneuriat, c'est la compréhension, je dirais surtout du management, de la direction, de leur ouverture par rapport à ça. Et du coup, d'inciter les collaborateurs, leur donner l'autonomie, leur donner la possibilité de capitaliser sur des compétences et de réellement apprendre autre chose. Et c'est quoi la finalité? Pourquoi on le fait? Et du coup, est-ce que tu as eu de l'adhésion pour tout ça? Ouais, lorsque j'ai présenté ces théories, ces mécanismes sociologiques qui font une communauté à la core team du Square, ça les a aidés à prendre du recul. Ils avaient pour le moment beaucoup fait de choses avec l'instinct, donc ça a permis de théoriser certaines choses, de les rassurer, et ça leur a aussi permis d'avoir de la matière pour aller défendre leurs projets en interne auprès de la direction. Et en fait, ça leur fait une base pour quand on peut avoir la tête dans le guidon, quand ils ont des actions à mettre en place concrètes pour animer la communauté. Est-ce qu'on est dans la ligne directrice de ce qu'on veut faire et de nos valeurs? Quel a été le déclic pour toi pour te lancer vraiment là-dedans? Le déclic, ça a été le rassemblement des différentes graines que j'ai pu semer dans mon parcours. Des études de sociologie, mon métier de consultante en organisation, mon investissement dans une association qui fait du mécénat de compétences Pro Bono Lab, le virage digital. Et en fait, l'arrivée du Square a permis de faire émerger ces graines, mais surtout, ça a été la confiance de ma direction là-dedans. En fait, ils ont compris que ce qui m'intéresse, c'est toutes ces thématiques de transformation et d'organisation, et du coup, ils m'ont fait confiance pour maintenant passer 80% de mon temps sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, et qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte dans le futur? Ça me permet d'apprendre en fait sans cesse, et c'est ça moi dont j'ai besoin aussi pour avancer. Et je vous disais, tous les leviers de la motivation sont réunis. Et puis aussi, c'est un moyen de transmettre et de donner envie aux autres de rejoindre cet état d'esprit et cette aventure. Et pour ton entreprise, du coup, ça leur apporte quoi? J'espère que ça les aide à évoluer,
pour qu'on soit une entreprise qui reste compétitive. Ça se passe super bien pour toi. Actuellement, tu as eu plus de temps donné par ton entreprise pour pouvoir travailler sur ce type de projet-là? Oui, mais en fait maintenant c'est mon affectation officielle, quoi, d'une certaine manière. Voilà, au début je faisais de la gestion de projet sur les applications natives pour Fortuneo. Mon entreprise, ma hiérarchie a compris mon intérêt pour les sujets d'organisation de transformation. Il y a des besoins en interne et du coup maintenant 80% de mon temps je passe à essayer d'accompagner ma boîte et les réflexions sur tout ça. Et est-ce que tu aimerais vraiment être à 100% plus tard là-dessus ou est-ce que tu penses que tu auras toujours un pied ailleurs? Oui, puis j'aime bien avoir un pied ailleurs aussi, ça permet de rester connecté à la réalité. Et si tu avais un argument pour qu'un salarié se dise « Ok, aujourd'hui, j'ai envie de me lancer, je vais devenir intrapreneur ». L'épanouissement. Et si ce salarié-là avait un argument à mettre en avant vis-à-vis de son employeur? Vis-à-vis de son employeur, c'est la performance. Parce qu'en fait, d'avoir une réelle motivation, donc d'être autonome, de maîtriser, d'avoir de la maîtrise et d'avoir de la finalité dans ce qu'on fait, et ça a été prouvé par maintes études, c'est qu'on est beaucoup plus performant dans son travail. Et selon toi, du coup, un salarié, il pourrait mettre quoi sur son CV quand il est intrapreneur? En fait, il y aurait beaucoup de choses à mettre parce que c'est vrai que c'est assez riche en termes d'apprentissage possible et assez vaste. Je sais pas si on pourrait utiliser une image de couteau suisse, de polyvalence, en termes de métier. Enfin, pour moi, être entrepreneur, en fait, c'est pas être expert de sujet, mais c'est connaître parfaitement toute l'organisation et ses mécanismes, pouvoir faire le lien entre des gens qui sont porteurs de projets, d'autres intrapreneurs, et faire avancer les choses. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est être entrepreneur, c'est faire du lien, c'est ça? En effet, je pense qu'il peut y avoir plusieurs facettes. Être intrapreneur, ça peut être ne pas être expert de plein de sujets, mais par contre avoir une très bonne connaissance de l'entreprise pour pouvoir faire du lien entre des gens qui peuvent être experts d'un sujet innovant. Et justement, ces personnes-là sont aussi des entrepreneurs parce que elles sont hyper qualifiées sur un sujet, connaissent très, très très bien le marché, ont des idées pour pouvoir faire avancer la boîte, quoi. On va passer à la question qui tue. Attention, qu'est-ce que tu penses du corporate hacking? Toi qui es intrapreneuse. Le corporate hacking, je pense que pour que ça soit réussi, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. J'en connais des corporate hackers, mais je pourrais pas trop en parler, parce que c'est aussi un peu le principe, je pense. Bien sûr. Mais il faut arriver à trouver une bonne posture qui soit à la fois ferme et pédagogue. Est-ce que pour toi, un corporate hacker, c'est une personne qui est forcément bienveillante? Moi, c'est vrai que c'est plutôt ma culture, et c'est important, surtout si on veut embarquer les gens dans la boîte. L'idée, c'est pas de faire des décisions, c'est d'avancer tous ensemble dans l'intérêt de l'entreprise et pas dans des intérêts personnels. Et c'est pour ça que je disais au début du podcast que avant tout l'intrapreneuriat c'est un état d'esprit et une volonté de faire avancer les choses de manière saine. Quand on parle de pirater l'entreprise, au final c'est pas vraiment ça, quoi. Je connais d'autres types de profils, on va dire. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que d'arriver à trouver ce juste équilibre entre le piratage un peu agressif et la bienveillance, selon moi, c'est l'idéal. Pour clôturer cet échange, c'est quoi pour toi le plus gros frein à l'intrapreneuriat aujourd'hui? Pour moi, le plus gros frein à l'intrapreneuriat, c'est la culture de la direction. Avoir une volonté réellement saine de la part des collaborateurs, une volonté pour servir les intérêts de l'entreprise et pas des intérêts personnels, et être moteur, se donner vraiment les moyens de faire les choses en fait. Et pas s'inventer des excuses. Tout est possible tant qu'on ne dit pas non. Et même si la porte elle est fermée, il y a des fenêtres. Yes. Merci beaucoup Morgane aujourd'hui du coup de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi Adam, c'était un plaisir. C'était enrichissant. Merci pour les livres. Merci pour toute ton expérience. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens aujourd'hui. J'espère. Et surtout, n'hésitez pas à rebondir pour également partager votre expérience. Et quant à nous, les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour WeShape Lab. WeShape Lab, c'est l'empowerment des salariés en podcast. C'est tous les lundis à 6h. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, commentez, partagez, likez sur les réseaux et suivez-nous sur iTunes qui vient juste de sortir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec François-Marie. À très vite.